Bienvenue à ce nouvel épisode des balados pour des compétences de pro. Le but du balado, c'est d'outiller nos étudiants universitaires avec des compétences transversales ou des outils pour en savoir plus sur les études graduées, pour qu'ils puissent avoir des études graduées ou pour qu'ils puissent se lancer dans le marché du travail correctement et de manière totalement outillée. Donc aujourd'hui, je m'appelle Yanni Bouaziz et vais co-animer cet épisode avec Anna Maria. Et donc, je suis en doctorat en biochimie et Anna Maria va se présenter tout de suite. Bonjour, je pense que vous avez compris, mon nom c'est Anna Maria Dumas et je suis étudiante à la maîtrise en biochimie. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Caroline Boudou, professeure à Polytechnique Montréal, cofondatrice de Castor Optics et autrice de It Goes Without Saying, un guide pratique pour naviguer les études graduées. Nous allons ainsi explorer un peu les grandes lignes de son livre à travers plusieurs thèmes et tout en discutant de comment les étudiants peuvent gagner à comprendre les différents thèmes de ce livre. Donc, Caroline, bienvenue. Avant de se plonger dans ce sujet-là, est-ce que tu pourrais vous présenter rapidement et nous parler un peu de votre parcours? Déjà, bonsoir, bonjour, merci beaucoup de m'avoir. Ravie d'être ici ce soir. Alors, en fait, j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que j'étais à votre place. J'ai fait mon baccalauréat en génie physique à l'Université Laval, à Québec. Et ensuite, je me suis exportée à Boston pour faire un doctorat directement dans un programme conjoint entre le MIT et l'École de médecine de Harvard. Donc, un doctorat assez long, quand même, de 6 ans. Et ensuite, on m'a offert, j'ai eu la chance qu'on m'offre un poste de professeur adjointe à l'époque à Polytechnique Montréal. Donc, il y a 18 ans, je suis revenue à Montréal, démarré mon laboratoire. J'ai fait un court séjour aussi à Paris, un court stage postdoctoral pour aller chercher une corde de plus à mon arc à Polytechnique Paris. Et puis, je suis venue ici à 18 ans démarrer mon laboratoire. On travaille, tout le labo est centré sur l'optique biomédicale. Donc, on n'utilise pas tant les microscopes qu'on les développe. On essaie de faire des nouveaux microscopes, des nouveaux lasers, des nouveaux assemblages de lentilles, fibres et lasers. Et puis, il y a quelques années, on a fait la conception d'un nouveau coupleur en fibre optique qui pouvait se réaliser grâce au laboratoire des fibres optiques avec Nicolas Godbout ici. Donc, on a mis des étudiants là-dessus qui ont fait les premières preuves de principe et ça a mené à la création de Castor Optics, qui est maintenant une firme de manufacture et de R&D de composants fibrés à Ville-Saint-Laurent, là, une dizaine de minutes d'ici. C'est sur l'île de Montréal. Donc, depuis 11 ans maintenant, j'ai 2 casquettes au moins, donc celle d'être directrice de laboratoire à Polytechnique et coprésidente, cofondatrice de Castor. Et en même temps, j'aime beaucoup, beaucoup l'enseignement. C'est une facette qui nous garde sur nos orteils. Hein. Quand on enseigne, il faut toujours... on est rarement plus mis au défi que devant une classe de 85, une classe de 50, une classe de 25 au doctorat. Et donc, j'écris des livres d'abord pour moi, pour m'assurer que je maîtrise bien le matériel, assez bien pour aller en classe. Et puis, donc, j'ai lancé mon premier livre en 2016 et j'y ai pris goût. Alors, j'ai fait le 2e puis le 3e. Et finalement, on m'a offert aussi de participer à l'enseignement des compétences transversales à Polytechnique à travers des ateliers obligatoires, des ateliers doctoraux de Polytechnique, pour lesquels il y avait beaucoup de notes qui avaient été assemblées, mais j'ai contribué à les rendre plus uniformes, digestes, faire une trame narrative à travers ces notes-là. Et c'est le livre dont tu as parlé, Anna Maria, sur vraiment comment faire un doctorat, de parler un peu de c'est quoi la bête, hein, parce que le doctorat, vous le savez maintenant, c'est un diplôme qui est très différent des autres diplômes universitaires. Il y a ses particularités qui sont propres. Et donc, la première partie sur ce qu'est un doctorat et la deuxième partie sur beaucoup de compétences transversales, sur la gestion de projet, mais tout un paquet d'autres compétences qu'on rajoute aussi. Donc, voilà, là, en quelques minutes, les 18 dernières années de ma vie. Okay, donc, vous nous avez parlé des différents thèmes du livre, mais qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à écrire ce livre?
Je pense que mon doctorat aurait pu être, je ne sais pas plus rapide, mais peut-être plus doux si j'avais bien saisi les réalités du doctorat au début. Je suis rentrée au doctorat avec une approche très hiérarchique, avec un grand, grand respect pour mes patrons. Puis c'est sûr que j'étais dans une institution très prestigieuse et je me mettais, moi, je me suis imposé une hiérarchie de directeur de laboratoire, vraiment. Et des fois, je n'osais pas poser des questions. Des fois, j'attendais un peu qu'on me dise quoi faire. Et je me rends compte que si j'avais mieux saisi dès le départ la nature du doctorat, il y a des détours que j'aurais peut-être pas fait et qui m'auraient permis de passer peut-être un peu plus de temps dans des parties utiles que des détours un peu inutiles. Donc, ce que j'essaie de faire ici, c'est de bien que tout le monde saisisse dans quoi on s'embarque. Puis c'est pas que pour moi, parce que moi, je suis passée à travers, puis somme toute, le doctorat m'a bien servi et c'était une expérience qui a façonné ma carrière de belle façon. Je suis très heureuse, très épanouie où je suis maintenant. Mais aussi beaucoup, beaucoup d'étudiants, jusqu'au tiers dans les STEM, d'étudiantes qui vont quitter le doctorat. Alors, quelqu'un qui quitte un doctorat après une session, tu dis, faux départ, c'est pas grave. Quelqu'un qui quitte un doctorat après 3, 4, 5 ans, ces 3, 4, 5 ans, on n'était pas sur le marché du travail ou on n'a pas accumulé un fonds de pension, on n'a pas fait un salaire décent, et c'est vraiment où tu dis, c'est dommage. Donc, le livre aussi, c'est pour entrer au doctorat de façon informée et qu'on se rend compte dès le chapitre 2, parce que je crois que tu l'as lu finalement. Là, j'ai vu quelques notes. J'étais ravie de voir ça. Mais de voir de façon informée, de dire, si le doctorat n'est pas pour vous, de tirer sur le échelon rapidement et de ne pas attendre 3 ou 4 ans parce que là, effectivement, ça commence à être un peu triste de quitter si tard dans le processus. Ben, pour ma part, j'ai un peu une question par rapport au titre. Oui. Moi, j'aimerais ça savoir d'où est-ce que vient l'origine de It Goes Without Saying. Mais en fait, paradoxalement, ça vient d'une BD francophone, ça vient de Tintin. Donc, ma famille est belge, mes parents étaient tintinologues. Et il y a dans les bijoux de la Castafiore, ça se termine par Capitaine Haddock qui demande qu'on mette un signe parce qu'il y a une marche qui est brisée dans un escalier et qu'il faudrait attendre que le mortier soit vraiment bien pris avant de descendre. Puis Tintin qui dit, ben voyons, cela va sans dire, on n'est pas obligé de. Mais Capitaine Haddock qui répond, mais ça va toujours mieux en le disant. Et j'ai grandi avec cette phrase-là. À chaque fois que où je posais une question un peu bête, puis quelqu'un répondait « cela va sans dire », mes parents disaient « oui, mais ça va toujours mieux en le disant et des fois en le répétant ». C'était leur façon de cultiver cette atmosphère où aucune question n'était ridicule, aucune question n'était idiote. Dans le livre, c'est pas de l'astrophysique dans le livre, hein, c'est pas du rocket science. C'est quand on les prend individuellement, tous les petits commentaires, tous les petits, les petites pièces de sagesse, c'est rien pour gagner un prix Nobel. Hein? Donc, quelqu'un pourrait dire, oui, cela va sans dire. C'est sûr qu'il faut commencer jour 1 à se mettre dans le siège du pilote de son doctorat. Il n'y a rien de transcendant dans le livre. Mais c'est quand on les met tout ensemble que c'est, ben là, il y a une lumière qui se crée. Et aussi, et ça, je plaide coupable, ta première étudiante, tu lui dis tout ce que tu as. Tu sais, c'est avec cette étudiante-là que tu as le temps d'aller au laboratoire et dire une lentille, voici comment on plie le papier lentille, tu pars du centre, tu vas vers l'extérieur. Rendu au 5e étudiant, il y a des étudiants à qui j'ai même pas ouvert le laboratoire. Tu sais, à un moment donné, on se retire dans nos bureaux, dans nos conférences, dans nos voyages. Et donc, on n'a plus cette bande passante-là pour dire tous ces petits commentaires-là au 8e, au 9e, au 10e, mais ils en ont besoin. Toi, c'est ton 8e doctorant. Lui, c'est son premier doctorat. T'sais? Alors, s'assurer qu'au fur et à mesure que nos responsabilités augmentent comme directrice de laboratoire, comme directeur de laboratoire, s'assurer que le message, lui, soit pas dilué, soit pas oublié, soit pas... ouais.
Et donc, vous avez mentionné au départ que dans les premiers chapitres du livre, on parle du fait que c'est peut-être pas pour tout le monde un doctorat. Donc, quelles seraient des bonnes et des moins bonnes raisons de faire un doctorat? Ouais. Alors, déjà, donc j'enseigne aux ateliers doctoraux, puis ce que je dis aux étudiants, c'est qu'à partir du moment où on vous admet dans le programme, c'est qu'on a des raisons de croire que vous allez passer à travers ou que vous pouvez passer à travers. Donc, ça veut dire qu'on a vérifié que votre bagage, votre formation jusqu'à maintenant était adéquate pour comprendre des problèmes difficiles. Alors ça, c'est juste une partie de la victoire. Il y a l'autre partie. Est-ce que ça vous tente d'avoir ce problème difficile-là dans votre tête pendant 5 ans, de baigner dedans, de mariner dedans? Parce que ce qu'on vous demande un peu, c'est l'impossible. On vous pose une question à laquelle ni moi, ni personne sur Terre ne connaissons la réponse. Donc, on vous demande de réaliser l'impossible en 5 ans, c'est-à-dire pas l'impossible, mais l'extrêmement difficile, l'inconnu. On vous dit, vous avez 5 ans pour faire une percée à travers, repousser la frontière des connaissances. Donc, c'est intimidant et ça vient avec, je vous demande pas de passer 24 heures par jour au lab. Donc, évidemment, ça, c'est insoutenable, mais en général, au doctorat, ça fonctionne mieux quand on aime bien se plonger. Puis, il faut, à un moment donné, cette question-là trotte dans notre tête. Puis même quand on marche le chien ou quand on prend notre douche ou on coupe le gazon, on a encore cette... Et ça, c'est pas pour tout le monde d'aimer être toujours dans l'inconnu, d'aimer être toujours en dehors de sa zone de confort, d'aimer... Donc, encore une fois, si vous êtes admis au programme, on a des fortes raisons de croire que vous avez le bagage, mais maintenant, avez-vous le désir, l'envie, de toujours être en dehors de votre zone de confort? Pendant 5 ans, c'est très, très inconfortable. Et il y en a pour qui c'est un défi stimulant, puis il y en a d'autres pour qui c'est écrasant et on préfère dire, écoutez, j'ai déjà un bac, j'ai déjà une maîtrise, pourquoi je n'irais pas en entreprise pour être une superstar? Pourquoi est-ce que je ne partirais pas ma start-up? Pourquoi est-ce que je... Et donc, il faut se poser ces questions-là. Et des fois, là, on vient de finir la session. Je ne sais pas si c'est correct de dire qu'on est au mois d'avril, mais on vient de finir la session. Hier, j'ai donné mon dernier cours et j'ai dit au revoir à une cohorte d'ingénieurs qui quittent l'université pour la première fois. Puis je peux vous dire qu'en génie physique, les étudiantes, les étudiants, on la broue dans le toupette. Fait que des fois, on ne s'est pas posé la question. On est là, il y a des devoirs, il y a des remises, il y a des examens. Puis là, on commence les études graduées, puis le doctorat, puis c'est là qu'on a le temps d'y penser. Alors, c'est le moment. Première année, c'est le moment de se poser la question, est-ce que c'est vraiment pour vous? Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable, mais est-ce que ça vous tente? Parce que dans le bac, on est tellement pris, dans la maîtrise, on est tellement pris que des fois, on ne s'est pas vraiment posé la question. Et ce que je vous demande, c'est posez-vous la question le plus tôt possible. On peut revenir un peu sur le fait qu'un doctorat, c'est quand même assez long. Et c'est sûr qu'au début d'un doctorat, on est quelqu'un, mais on vient un peu à se changer, à évoluer un peu jusqu'à la fin du parcours. Est-ce que vous avez... est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment elle se fait, la métamorphose et tout? Il y en a une qui nous semble évidente du côté postdoctoral. Donc, quand on est du côté où on enseigne et on donne des doctorats, il y a une métamorphose qui est très, très claire entre un utilisateur ou une utilisatrice de connaissances et un créateur de connaissances. Et c'est le changement qu'il faut opérer pendant le doctorat. C'est ça qui se passe au début. On utilise des techniques, mais pendant le doctorat, on va créer les techniques, on crée des connaissances, on crée... Donc ça, c'est une métamorphose qui est très claire. Et tant qu'elle ne s'est pas opérée, on ne peut pas donner un doctorat. Donc, donner un doctorat, il faut avoir eu une contribution à l'avancement des connaissances qui a un impact et qui est significatif. Mais il y a plusieurs autres métamorphoses qui s'opèrent aussi au niveau de la gestion du temps et de l'efficacité, l'efficience dans ce qu'on fait. On a l'impression d'être surchargé au baccalauréat, puis quand arrive le doctorat, là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de casseroles en même temps sur le feu.
il y a les cours, il y a la préparation du prédoc, il y a les publications. En même temps qu'on fait une publication, on fait l'expérience pour le 2e papier, puis on choisit les conférences pour la 3e année. Il y a tout qui fonctionne en parallèle. Et donc, on ne peut plus dire, c'est facile, le lundi, je fais le devoir d'algèbre linéaire, le mardi. Là, maintenant, tout se passe en parallèle. Il y a une gestion de projet. Il y a vraiment toutes ces compétences-là en gestion qui doivent embarquer rapidement. Et c'est très rare qu'on fait un doctorat après un MBA. Ça arrive, là, mais en général, en sciences, on se lance dans le doctorat. Puis, il faut très rapidement se poser des questions sur quelles sont mes méthodes de travail, comment je peux les améliorer, comment est-ce que je peux sous-traiter avec l'intelligence artificielle, comment je peux essayer d'accélérer ce que je fais pour être capable de libérer le plus possible de temps pour mon projet de recherche. Et si par exemple je viens de commencer mon doctorat et c'est ça, on me lance un projet de recherche, est-ce que c'est mieux par exemple de structurer son projet de recherche dès le départ de A à Z ou donc comment est-ce qu'on peut gérer ça donc directement quand on se lance dans le projet? J'aime bien le séparer en contributions. Donc, imaginons 5 ans. Puis après ça, on le met à l'échelle comme on veut. Mais la première année, on se dépatouille. Il y a les cours, il y a le prédoc et tout ça. La dernière année, on cherche un emploi, on écrit la thèse, il y a tout ça qui vient, puis on ferme une dernière expérience. Fait qu'au centre, il reste 3 années. 3 expériences majeures. C'est pas obligé d'être 3, mais je veux dire, moi, ça m'aide à le découper quand je fais ça avec une nouvelle étudiante, un nouvel étudiant. Je vais le découper. Puis en général, j'aime que la première contribution, elle soit bien découpée, bien prête, bien établie, à peu près certaine. Donc, la première contribution, là, ça va être un fruit qui est mûr puis qui est prêt à être décroché, qui est assez bas. Et puis, tranquillement, on va monter dans l'arbre. Tranquillement, on entre dans des projets qui demandent plus d'autonomie de la part de l'étudiante, de la part de l'étudiant, et qui rentrent en complexité et en risque aussi. Et le premier, je trouve ça difficile parce que on apprend à faire de la recherche de façon autonome, on apprend à écrire des papiers, on apprend à se dire comment je vais le communiquer en termes de conférences. On apprend tout. Puis de la même façon qu'on ne met pas un jeune cavalier sur un jeune cheval ou en fait qu'on ne teste pas 8 variables en même temps, là, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui est certain pour aller tester. Puis dans la première contribution, la plus grande variable, c'est l'étudiante ou l'étudiant. Donc, on essaie d'avoir un projet qui soit bien ficelé. Le premier projet, là, on devrait avoir là, comme mentor une idée assez claire que ça va se réaliser. Puis j'aime bien qu'on augmente en risque, qu'on augmente en autonomie, qu'on augmente avec la progression. Et ça vient aussi avec de l'inconnu. Et ce que je n'aime pas, ce que je dis pas, parce que même si je parle de gestion de projet, puis c'est là que mes collègues souvent vont dire, mais Caroline, c'est un projet de doctorat, il y a la créativité. Puis oui, c'est vrai, c'est sûr. Alors, je dis pas qu'il faut savoir exactement, la semaine 143 du doctorat, ce qui va se passer. Mais j'aime savoir qu'est-ce qui arrive si le premier fonctionne. C'est la première contribution, si ça marche, on s'en va où à peu près. Mais surtout, j'aime savoir si ça ne marche pas, on s'en va où. T'sais? Donc, avoir une petite idée. Puis, il faut surtout pas que les 3 soient... Excusez-moi. Il faut pas que les 3 soient vraiment... il faut pas s'empêcher de tomber dans des avenues qu'on va découvrir. Puis il faut pas, parce que des fois, il y a des contributions, il y a des projets qui sont vraiment plus prometteurs, qui débloquent au fur et à mesure. C'est arrivé dans mon doctorat, on n'a pas fait le dernier, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est arrivé qui était vraiment plus urgent à explorer. Alors, mais on veut une petite idée de, OK, le premier, une bonne idée que ça va marcher. Si ça marche, bien voici où on pourrait aller après, à peu près. Puis si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? J'aime beaucoup cette idée de si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait et tout. C'est un problème que c'est autant vécu à la maîtrise qu'au doctorat, mais est-ce que vous avez une idée de comment éviter de se perdre dans son propre projet? J'aimerais ça dire, j'aurais dû dire oui plus rapidement. Là, je m'excuse qu'il y a eu une pause, là, mais j'aime bien le découper, en fait.
Je trouve qu'un projet doctoral, c'est intimidant de dire, tu sais, OK, tu as un doctorat puis tu as 3-4 ans pour le faire. OK, mais ce qui est important aussi, c'est de savoir demain matin dans le lab, là, j'arrive, je fais quoi? T'sais. Alors, j'aime bien prendre un projet, puis ensuite le diviser en 2, en 3, en 4, d'accord? Mais en contribution, puis me dire, OK, c'est quoi le premier bout? Puis c'est une question aussi de diminuer les risques, mais c'est quoi la publication minimum viable? Tu sais, quand tu regardes, je fais de l'entrepreneuriat aussi, donc le minimum viable product, là, mais dans un projet doctoral, tu dis, OK, c'est quoi le premier bout qui pourrait mener une publication? Parce qu'oubliez pas, là, vous n'êtes pas des experts non plus en publication, vous avez ça aussi à apprendre, OK? Fait que, je m'arrête où? OK? Pour que ça soit, c'est quoi l'envergure de ce qui est publiable? Mon premier élément. Puis, tu sais, on n'est pas obligé de viser Nature tout de suite, là, mais c'est quoi le premier qui fait en sorte que je peux tout essayer des facettes du chercheur, de la chercheure, et d'avancer là-dessus? Bon, ben, celui-là, pas le doctorat au complet, mais celui-là. Est-ce que je suis capable de le découper? Hein? Puis ça vient de la NASA, le Work Breakdown Structure. Tu découpes jusqu'à ce que tu arrives à une étape ou assez basse, où chaque élément arrête de t'intimider. Tu regardes l'élément et tu te dis, OK, celui-là, je sais comment l'approcher. Et si tu n'es pas capable de te rendre là, re-rencontre avec superviseur, re-rencontre avec équipe. Ici, j'ai un gros morceau, mais je n'arrive pas à le scinder. Comment on le scinde? Comment on l'approche? Et ça, je trouve ça vraiment plus intéressant quand on arrive comme ça. Dans le livre aussi, il y a beaucoup d'outils visuels parce que là, c'est moi, genre l'air de la fille en chaise berçante, là, puis qui dit « Ah, mon temps, mais... » J'aime comme ça une étudiante, j'aime beaucoup ça, une étudiant qui arrive dans mon bureau qui a un cahier de notes. Ça a l'air nono, hein, mais tu sais, la bonne vieille méthode du cahier de laboratoire, là, puis quand on arrive avec une page blanche, c'est intimidant, mais dire, bon, alors j'ai découpé le projet, puis je pense que ça va comme ça. Puis là, on a une feuille, puis là, on peut travailler sur cette feuille-là. Il y a un élément visuel, ça nous permet de vraiment dire, parce que pour moi aussi, là, si j'ai, imaginez, là, c'est pas mon cas, mais imaginez que je gère une équipe de 10 doctorants, doctorantes. J'ai les grands thèmes de chacun, mais j'ai pas la structure détaillée. Fait que quand quelqu'un arrive avec la structure détaillée dans mon bureau, on peut voir le progrès, on peut voir où on s'en va, on peut voir où ça s'imbrique, on peut voir aussi là où moi, à quel moment je dois, moi, intervenir quand je devrais corriger ceci, commander cela, etc. Donc, de l'avoir, cette structure visuelle-là pour mener une discussion plutôt que d'avoir le syndrome de la page blanche puis juste dire what's next, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et donc, structurer ses idées dès le départ, c'est toujours apprécié Bien, surtout que quand... Deux choses. Quand vous venez dans notre bureau, il y a deux façons. Alors, soit vous venez avec un problème simple. Puis ça, je dirais un problème simple, il y a Google pour ça. Alors, idéalement, tu sais, le temps où vous venez dans notre bureau, c'est pour un problème complexe. OK? Mais tu sais, vous êtes quand même pas le dernier venu. Là. Vous êtes des spécialistes. Si la question est complexe pour vous comme spécialiste, ça se peut qu'elle soit dure pour nous aussi. Ce que je trouve difficile, c'est si par exemple, j'ai une réunion d'une demi-heure, 3/4 d'heure ou d'une heure avec quelqu'un, puis qui m'arrive, bam, à froid, avec un problème complexe. Bien, ça se peut que moi aussi, je trouve ça dur d'y répondre. Alors, des fois, juste structurer un peu, puis je dis pas qu'il faut le mettre là, tu sais, 100% corporate, mais imaginez là, que la veille d'une rencontre, vous me dites, j'ai un problème complexe, alors demain, on se rencontre, puis voici la question que je vais vous poser. Bien, là, soudainement, vous n'avez pas mon temps de 45 minutes de céduler parce qu'il y a quelque chose après. Vous avez le temps que moi, je passe avec mon chien ou c'est pas vrai, je tombe pas le gazon, mais tu sais, hypothétiquement, si je tombais le gazon, parce que c'est un problème complexe. Puis moi, si j'ai survécu au doctorat, ça veut dire que ça m'allume un problème complexe. C'est sûr que j'ai envie d'y penser, OK? Ça veut dire que pendant que je suis en train de, tu sais, je vais essayer de pas me trancher la main, là, mais quand je tranche une carotte, je suis en train de penser au... Et là, du coup, vous avez plus que 45 minutes avec moi. Vous l'avez eu toute la soirée avant, puis le temps que je me rendais au boulot, puis le petit bout de trafic à Montréal. Mais donc, structurer. Si vous, quand j'ai une petite idée de ce qui va se passer, quand je vais me donner plus de temps à penser à votre problème complexe, mais il y a des chances que ma réponse soit plus intelligente que
premier réflexe que j'ai à froid, tu sais, c'est ça. Donc, il y a tout ça où, des fois, si vous avez un problème complexe, parlez-moi la veille un petit coucou en disant, demain, on se rencontre, voici un document où je suis rendu, pas 50 pages, mais tu sais, ça, c'est la diapo des résultats de cette semaine. Puis là, je frappe un mur. Ma question, bam. C'est sûr que, tu sais, c'est facile, deux diapos sur mon téléphone pendant que je marche le chien. Ça va super bien, tu sais. Donc, ce qui est bien là, c'est que vous nous dites comment ça fonctionne au sein de votre laboratoire. Mais ce qui est aussi important, c'est de savoir que dans le public, on a des étudiants au baccalauréat, en maîtrise ou au doctorat qui soit vont intégrer soit un nouveau laboratoire de recherche ou les étudiants au bac qui vont faire des stages de recherche pour la première fois. Donc, c'est quand même important de parler de culture du laboratoire parce que ça dépend du laboratoire. Absolument. Donc, est-ce que vous auriez des conseils pour bien s'intégrer dans un laboratoire? Conseil numéro un, avant de rentrer dans un laboratoire. Avant. Parce que normalement, vous allez faire l'entrevue avec la directrice, le directeur du laboratoire. Avant de dire oui ou non, demandez de rencontrer l'équipe. Toujours. Parler aux postdocs qui sont là, Puis ça ne veut pas dire qu'il y a des laboratoires qui sont bons puis des laboratoires qui ne sont pas bons. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ce laboratoire-là est bon pour moi? Hein? Et moi, j'ai dit non à 2 labos avant de rentrer juste parce que quand j'ai eu la chance de faire 2 semaines à Boston où j'étais certaine que j'allais à Boston pour faire un truc. C'était sûr, c'est les gens qui m'ont fait rentrer là. J'avais eu la chance de publier au baccalauréat 3 papiers, 2 en résonance magnétique, 1 en tomographie par émission de positrons. J'allais là, je rentrais dans le plus gros lab d'IRM, d'imagerie par résonance magnétique. Je veux dire au monde, là, mais pas loin, tu sais, vraiment. Mais à Québec, je travaillais sur un IRM ouvert, puis j'étais hands-on à fond. Je faisais je faisais de l'expérimental. J'avais fait un modèle, j'avais du temps. Puis c'était une machine qui n'était pas encore homologuée au Canada, fait que j'avais du temps d'antenne. Là. C'était mon scanner. Je peux passer 8 heures par jour sur le scanner. N'importe qui fait de l'IRM, c'est pas comme ça que ça se passe maintenant. T'as pas 8 heures par jour sur un scanner. Tu sais, ça n'arrive plus, ces trucs-là. Mais quand je suis arrivée à Boston, à l'époque, à Boston, il y avait plus d'IRM que dans toute l'Allemagne. OK? Laisser ça là, rentrer, là, c'était quelque chose. C'était un gros labo d'IRM. Et là, j'arrive, puis c'est un lab où il devait avoir 50 étudiants. Et là, il y avait les rangées d'ordinateurs Sun, puis c'est tous des gens qui programmaient des séquences. C'est pas stimulant. Ben, c'est pas ce que moi, je veux faire. Tu sais, il y a plein des gens qui sont mis là. Ici, il y a des gens qui sont devant un ordinateur toute la journée, puis c'est correct, là, mais moi, je suis une fille d'expérimenter. Tu sais, je l'avais besoin de toucher. J'avais me faire à souder dans les mains tout le temps. Tu sais, j'étais avec mon scanner. Puis là, ces gens-là, là, ils avaient accès au scanner, tu sais, un dimanche sur 3 entre 1h puis 4h du matin. Tu sais, c'était autre chose, là. Et ben, finalement, c'est ça. J'ai trouvé un laboratoire où c'était plus risqué parce que c'est un domaine qui marchait pas bien. Pas bien. Et fait qu'il y avait beaucoup de place pour l'amélioration maintenant. Mais j'ai pris le temps de voir au jour le jour. Là, c'était même pas une question de culture de laboratoire. Je me suis rendu compte que la mission est extraordinaire, mais la tâche ne rejoignait ni mes compétences ni mes intérêts. Après plusieurs années qu'on discute avec nos collègues et tout, on commence à devenir comme un peu amis avec eux. Et ben, surtout au début, comme quand on arrive dans un labo, on connaît personne. Et moi, ma question, c'est plus comment c'est possible d'améliorer un peu cette dynamique entre les collègues et tout quand on vient d'arriver quelque part. Oui, absolument. Puis c'est pas comment est-ce que c'est possible. C'est critique. Ça, c'est votre mission numéro 1. Et ça, c'est pas nous. Je vous le dis pas juste en secret puis en primeur à vous. Tous ceux qui ont fait les ateliers doctoraux à Polytechnique avec moi vont vous le dire. Mission numéro 1 de l'étudiant, première session, faites-vous des amis. Comment? Suivez vos intérêts. Match de volley, prendre une marche sur le Mont-Royal, club de lecture. On a eu un club de tricot à un moment donné. Au MIT, il y avait un club de tricot. Ouais, et moi, j'ai fait du tricot aussi. Pour vous dire à quel point j'avais vraiment envie de me faire des amis. Tricot, lecture, marche, volleyball. Ils m'ont pris dans l'équipe de volleyball. Ça veut dire que n'importe qui peut faire du volleyball, d'accord?
critique, critique, critique. Et je me rappelle, en fait, quand je suis allée pour l'entrevue, donc je savais pas encore que j'allais être sélectionnée, mais c'était important pour moi de visiter les laboratoires. Et donc, de mon propre chef, j'avais organisé des visites avec les laboratoires du coin. Et il y a un autre étudiant qui, lui, avait étudié à UBC à Vancouver, qui vient pour le même week-end et qui avait eu la même idée, qui lui aussi s'était fait. Et donc, on n'arrêtait pas de se croiser sur les rames de métro. Parce que quand on allait d'un campus à l'autre, le campus de l'école de médecine de Harvard spanne comme 3 villes autour du MIT. Donc, on n'arrêtait pas de se croiser sur les trains de banlieue, puis les rames de métro, puis tout ça. On s'est rencontrés du jour 1, mais c'est encore un de mes grands, grands amis maintenant. C'est critique parce que, puis même si c'est pas dans le même laboratoire ou même domaine, quelqu'un qui fait son doctorat post-COVID comme étudiant à Montréal, maintenant, c'est une réalité particulière, c'est une réalité que vous seul pouvez comprendre entre vous. Et ces amis-là, on était une vingtaine à faire le programme, puis peut-être 15 dans ce programme-là. C'est un programme qui est assez restreint. Les 15, on est restés plus que proches et on est éclatés, on est partout dans le globe. Mais maintenant, si j'ai un problème éthique, il y a un superbe comité d'éthique à Polytechnique, Université de Montréal aussi, mais ça prend souvent 1 mois entre le moment où on dépose, puis le comité se réunit, puis là, Mais avant de déposer, j'ai accès à une quinzaine de chercheurs en biomédical dans le monde. J'appelle, qu'est-ce que tu penses de? Il me dit, Caroline, as-tu considéré cet angle-là? Paf, on ajoute. Ce qui fait que quand je dépose ma demande de subvention, ma demande d'éthique, elle a été validée par des gens de haut niveau et c'est réciproque aussi. Quand ils m'appellent, ces gens-là, c'est sûr que je décroche. Et j'ai l'impression d'être Pierre-Yves McSween pour parler d'intérêts composés. Je vais vous parler de confiance. La confiance, la même façon que les intérêts composés, la recette pour la confiance, c'est le temps. Hein? C'est beaucoup plus facile de faire confiance à quelqu'un qu'on connaît depuis plus longtemps. J'ai vraiment l'impression d'être Pierre-Yves McSween qui parle d'intérêts composés ici. Donc, investissez si vous êtes capable. Sinon, investissez dans vos amis parce que les gens à qui vous faites le plus confiance pour le jugement professionnel. Là, je suis en optique biomédicale, on a des comités d'éthique, puis des fois, on se pose des questions. Est-ce que je peux faire ça sur un lapin? Est-ce que je peux... Il y a toutes sortes de considérations, mais d'avoir des gens de confiance qui peuvent, avant le turnaround du comité, te dire angle mort ici, angle mort là, tu peaufines, ça vaut de l'or. Mais en plus, c'est des amis le fun. C'est sûr qu'en plus, on a eu du fun, puis on se rappelle du bon temps de l'époque. Quand tu es étudiant, vous vous rendez pas compte, mais c'est maintenant le bon vieux temps pour vous autres. Okay? C'est là, c'est maintenant. Donc, se faire des amis... critiques. Puis, tu sais, ça peut être dans le laboratoire. Ce que j'aime aussi, c'est, de forcer les pauses. Souvent, on a la pause facile avec notre téléphone. Hein? Puis, c'est jamais vraiment rafraîchissant de faire du doom scrolling pendant 2 heures. Là. Tu sors pas de là complètement, mais si tu le planifies puis tu te dis, all right, j'ai comme mission de me faire des amis, je vais avoir besoin d'une pause dans ma journée. Qu'est-ce que tu dirais de descendre sur Côte-des-Neiges? On va prendre un café puis on remonte. Qu'est-ce que tu dirais? Oh, aujourd'hui, il n'y a pas 3 pieds de neige qui tombent, je peux aller faire une marche, ne serait-ce que 25 minutes sur le Mont-Royal. Puis là, on n'a pas d'excuses ici. Là. Je veux dire, on est de l'autre bord de la rue, là, sérieusement. On n'a pas d'excuses. Mais les forcer, ces moments-là. Ouais. Puis des fois, on dit oui, mais on est tellement occupé, parfait, joignons l'utile à l'agréable, créons un club de lecture scientifique. Tu sais, un club de lecture des articles, chacun avec un article, puis on se rencontre un lunch, tout le monde amène son lunch, puis on parle d'articles. Tu sais, il y a ça aussi que tu peux faire. Ouais, donc, honnêtement, se faire des amis et des contacts, ça peut faire du bien au sein du même lab. Autant que, par exemple, si on a besoin d'avis extérieurs dans des projets futurs. Et, si tu permets, je rajouterais même aussi, allez-y, transgénérationnel. Donc, on ne veut pas nécessairement être amis avec notre superviseur de thèse, mais il faudrait peut-être arrêter de le voir comme un patron distant, mais au moins comme un collègue. OK? Fait que si pendant 5 ans, vous passez de ce patron à collègue, moi, je mets ça en catégorie dans la colonne des victoires. Ouais. Parce que là, conseil de pro,
J'ai vu ça, je trouve ça le fun, conseil de pro. Je permets. Allez-y. Alors, il y a une fraction non négligeable qui est plus que 50 %. Les postes de hautement qualifiés, de personnel hautement qualifié, on parle de maîtrise et doctorat et postdoc, là. Les postes de prof, ça, c'est obligatoire. C'est annoncé à l'international. On est obligé, là, pour le Sénat de l'université, de dire, on l'a, quand on dit, on va engager telle personne. D'abord, il y a 3 pages qui disent où est-ce qu'on a affiché le poste. Okay? Fait que les postes de prof, ça, pas le choix, c'est réglementé, c'est affiché. On n'y échappe pas. Tous les autres, okay? Le 90 % des autres postes pour les personnels hautement qualifiés, maîtrise, doctorat et postdoc, c'est plus que 50 % des postes qui ne sont pas affichés. Je compte dans ma tête parce que j'ai lu aujourd'hui que quand on donne une présentation, la pause de 3 secondes quand on veut comme... Fait que je le répète, OK? Bien réfléchir. Non, mais pensez-y. Il y a plus que la moitié des postes qui ne sont pas affichés. Okay? Alors, comment ça se fait et pourquoi? C'est une question de confiance aussi. Hein? Alors, hypothétiquement, je suis propriétaire d'une grande entreprise et j'ai besoin d'un doctorant pour ouvrir une nouvelle ligne de produits puis, tu sais, démarrer toute une... Bon, mais tu as besoin de confiance. C'est dur de gérer des dossiers sur papier. Alors, ce que tu fais, tu appelles un contact qui est prof d'université puis tu dis, as-tu un bon étudiant, une bonne étudiante qui va obtenir son diplôme prochainement? OK? Cet appel-là, je l'ai aux 2 semaines dans mon bureau. D'accord? Alors, ça vaut la peine de... Je vous parle pas, là, on n'est pas obligé d'aller prendre une bière, puis je vous forcerai pas à prendre une marche Côte des Neiges avec votre professeur. C'est pas ça que je dis, mais ça vaut la peine d'au moins vous voir d'égal à égal, puis d'avoir une discussion de collègues, puis des fois de parler de vos aspirations. La bonne nouvelle, c'est que on a à peu près, avec la quantité de dossiers qu'on gère, on a à peu près la mémoire d'un poisson rouge là-dessus. Fait que, tu sais, si tes ambitions de janvier sont différentes de tes ambitions d'avril, c'est pas grave, on s'en souvient pas. Mais tu sais, tu peux changer d'idée, puis tu peux nous le redire. Mais on se fait solliciter avec tellement d'opportunités distinctes que si quelqu'un m'a parlé, par exemple, j'aimerais bien être vulgarisateur, puis que Radio-Canada me dit, t'as-tu entendu parler de quelqu'un qui voudrait se lancer? Ah, ben on peut, tu sais, mettre les maillons ensemble. Mais la fraction est énorme des jobs qui sont pas affichés. Donc, ça vaut la peine si vous êtes trop gêné avec votre directeur, directrice de thèse, allez au séminaire du département puis jasez avec le prof d'à côté ou la prof d'à côté. Eux autres aussi, ils reçoivent cet appel-là dans leur bureau. Ouais. Ce que j'aime bien avec vous, Caroline, c'est que vous êtes passé à travers 3-4 des questions que j'avais prévues. Ah oui, ça c'est bien, honnêtement. En fait, un podcast, tu me dis go puis quand arrêter. Non, c'est ça, exactement. Donc, je vais juste revenir aux compétences transférables et transversales, puisque c'est le thème principal du podcast. Mais c'est aussi, vous en parlez dans le livre très clairement. Donc, pour les étudiants gradués, donc comment les aider à identifier leurs forces transférables et juste pour définir c'est quoi les aptitudes transférables. Je reviens à ta question, Anna-Maria, au départ, à propos de la nature du doctorat. Il y a le projet. T'sais. Il n'y a personne qui reçoit un doctorat parce que son inbox était à 0 tout le temps. T'sais. Donc, c'est le projet. Si tu ne fais pas de projet, il n'y en a pas. Puis avec le projet, pour bien le faire, ça prend un petit peu de gestion de projet. Puis ça, c'est la moitié du livre. La gestion de projet, c'est la première chose que vous pouvez transférer quand vous allez à l'industrie. Hein? Dès que vous êtes en industrie. Puis là, on parle pas, là, on n'est pas dans des techniques avancées. C'est pas un doctorat en gestion. C'est juste les petites techniques de base sur comment découper un projet, comment le mettre dans le temps, comment s'assurer qu'on a toutes les ressources, comment juste être un peu au parfum des risques, puis de se dire... Ben moi, j'ai pas le choix. La matrice de risque, j'ai pas le choix, sinon je dors pas la nuit. Hein, 2 heures du matin, pop. Fait que là, on l'écrit, puis trouver, tu sais, si le risque est insoutenable, ça veut dire que ça me tient réveillé la nuit, ça c'est insoutenable comme risque, ben, trouver une façon de soit l'atténuer ou de trouver un plan B. Le plan B, ça c'est l'histoire de ma vie, on en parlait un peu plus tôt, mais ça c'est le plan B. Donc, gestion de projet, c'est énorme. Deuxième chose, n'oubliez pas, au doctorat, par la force des choses, vous êtes bon pour apprendre. Puis vous êtes bon pour apprendre vite. Donc, ça vous fait quelqu'un de très agile. L'agilité, c'est une des compétences qui est très forte. Évidemment aussi, et donc, il y a les compétences là où vous êtes bon et
vous n'avez pas le choix. Si vous avez un doctorat, ça veut dire que quelque part, vous avez été bon pour la communication. Parce qu'on vous évalue au prédoc, on vous évalue à la soutenance, la communication écrite, tous les papiers, les posts, les affiches, la thèse. Donc, c'est sûr que vous êtes capable de synthétiser de l'information et de la transmettre à un public averti, certes, mais normalement, avec les résumés, vous êtes capable de prendre un pas de recul aussi. Alors, dans le livre, évidemment, je parle des compétences que vous avez typiquement au doctorat, mais je pense qu'il faut aussi regarder dès le début lesquelles vous n'avez pas. Et ça, ben moi, je ne le sais pas. Ça, c'est vous. Hein? Alors, comment on fait pour savoir ce qu'on n'a pas? Ce que j'aime bien, c'est que pendant le doctorat, vous allez rencontrer tout un paquet de gens qui ont un doctorat et qui ont des postes différents. Vous allez rencontrer des représentants commerciaux, vous allez rencontrer des journalistes, vous allez rencontrer des gens qui sont dans l'industrie, des lobbyistes, des gens dans le staff. Les gens qui travaillent à l'université, les administrateurs et tout ça. Et donc, ça peut être le fun. Donc, c'est sûr qu'on peut toujours parler à Montréal du résultat des Canadiens, là, mais on peut aussi, parce que moi, je sais pas, ils ont joué récemment, je sais même pas on est où dans la saison, mais vous pouvez leur demander, vous avez un doctorat, puis vous faites autre chose qu'être chercheur, ou bien vous êtes chercheur dans l'industrie, ou bien vous êtes chercheur dans un lab. Comment a été la transition? Puis, quelles compétences auriez-vous aimé avoir que vous n'avez pas nécessairement apprises ou développées pendant votre doctorat. Puis là, vous avez les 3 prochaines années pour trouver des occasions pour les développer. Donc, se faire une petite auto-évaluation au départ, mais basée sur un job qu'on aimerait. Mon endroit idéal pour le faire, je te promets, je te recède le micro dans une minute. L'endroit idéal pour le faire, souvent, c'est dans les conférences. Parce que dans les conférences, c'est la partie technique, mais aussi la foire commerciale où là, on rencontre tout un paquet de gens qui sont très, très techniques. Et là, leur demander, ben dans ton industrie, dans ta compagnie, qu'est-ce qui est recherché et comment as-tu été chercher cette compétence-là, puis voir est-ce que c'est à travers une société technique, est-ce que c'est à travers un stage industriel, mais vous avez 3 ans. C'est sûr que la veille d'appliquer pour un poste, c'est plus difficile de bâtir son portfolio. C'est pour ça quand on y pense la première année, puis qu'on se fait un petit plan de match, rien d'énervant, là, parce que vous dites, là, Caroline, il faut que je fasse ça en plus. Non, tu le mets derrière ta tête, puis quand l'occasion se présente, tu te dis, ah ben oui, voici une belle occasion et voilà, de pratiquer ceci ou de développer cela. Maintenant, je veux revenir un peu plus sur ce que vous aviez dit. Vous aviez dit que chaque étudiant a ses forces, mais aussi ses faiblesses. Et des fois, comme étudiant gradué, on vit un peu beaucoup d'anxiété par rapport à notre projet et différentes Les profs choses. aussi, par exemple. Hein, les profs aussi. Oui, OK, c'est bon. Et il y a pas mal ce syndrome qui apparaît souvent, c'est le syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous pouvez nous le définir et est-ce que vous avez des outils que vous pouvez nous proposer afin de surmonter ce syndrome? La première fois que j'en ai entendu parler, c'était au MIT. Ça faisait 1 an et demi que j'étais là. Quelqu'un parle du syndrome de l'imposteur, puis j'ai fait comme, il parle de moi. Puis après ça, quelqu'un dit, ouais, mais on est beaucoup à souffrir de ça. Parce que, il y a juste moi. Puis à un moment donné, tu te rends compte que, quand on essaie d'accomplir de grandes choses, ben, ça vient aussi avec un trait de caractère qui fait qu'on est soucieux du détail, puis tout ça. Puis on a l'impression qu'effectivement, on n'est pas à notre place, que nos compétences, c'est ça, on est arrivé à un certain endroit parce qu'on a été chanceux. Moi c'est mon cas. Moi, c'est parce que j'étais chanceuse, mais on a tout le temps l'impression que les autres sont plus méritants que nous, qu'on est là puis qu'on ne devrait pas vraiment être. Donc, c'est ça le syndrome de l'imposteur. Et puis, pendant 5 ans de doctorat, à peu près 5-6 ans de doctorat, plus 18 ans, pendant 24 ans, à partir du moment où j'ai connu le syndrome de l'imposteur, puis il y a 1 an et demi à peu près, 2 ans, j'ai essayé de l'apprivoiser. Puis je me suis dit, à un moment donné, il va se dissiper. Parce que le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est qu'à un moment donné, quand tu deviens vraiment confortable, ben, tu finis par te dire, OK, là, je sais vraiment ce que je fais. Puis il y a des gens un peu fous comme moi qui essayent toujours de faire des affaires pour lesquelles ils ne sont pas formés, puis qui essaient tout le temps d'aller à l'extérieur puis de sortir de la zone de confort tout le temps. Ce qui fait qu'on a tout le temps l'impression de ne pas être capable puis pas être au bon endroit. Fait que pendant 25 ans, 24 ans, j'ai essayé de l'amadouer, puis je me suis dit, à un moment donné, il va disparaître. Et puis, je suis tombée sur un livre d'un psychologue organisationnel qui s'appelle Adam Grant.
Son livre, c'est Think Again, où il décrit, en fait, il parle du syndrome de l'imposteur comme quoi c'est un atout. Là, j'ai lu ce livre-là, vous avez fait comme « Oh, what? » Là, je voulais vraiment dévorer son livre. Et que, en fait, le syndrome de l'imposteur, si tu arrives à le mettre de ton côté, ça te permet de toujours rester un peu sur tes orteils, c'est-à-dire de toujours un peu douter. Mais pour un scientifique, de toujours douter, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. On veut toujours remettre en question nos résultats, toujours dire si tu vraiment, tu sais. Et donc lui, là j'ai un blanc sur le mot qu'il utilise, mais ça permet essentiellement d'éviter de sombrer dans l'arrogance, puis de rester dans une humilité confiante. Voilà, c'est ça. Une humilité confiante, c'est le terme qu'il utilise en anglais. Et donc, de toujours se dire, c'est sûr que depuis 24 ans, j'en sais plus que quand je suis rentrée comme doctorante. C'est sûr que j'en sais plus, mais plus j'en sais, plus je remarque ce que je ne sais pas. Et ça me permet de rester humble par rapport à tout ce que je ne sais pas. Par rapport aussi, et ça m'aide beaucoup dans les collaborations, cette humilité-là, de rester humble par rapport aux experts dans toutes les disciplines qui ne sont pas la mienne. D'accord? Donc, toujours se dire, bien, je ne vais pas essayer de tout réinventer la roue, mais je vais m'adjoindre des collaborateurs en médecine, des collaborateurs en entreprise, des gens qui vont contribuer à l'équipe, qui vont contribuer. Mais le syndrome de l'imposteur, si vous en souffrez, la mauvaise nouvelle, c'est que tough luck, ça va rester avec vous. Donc, ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça risque de vous empêcher de sombrer dans une arrogance crasse. Puis ça, c'est la bonne nouvelle. C'est je pense que ça nous garde sur nos orteils. Il faut l'amadouer pour être capable de dormir la nuit, OK? Mais il faut pas le sortir de notre vie pour sombrer dans l'arrogance. Fait que être quelque part entre les deux. Puis des fois, je l'échappe, puis je passe une nuit blanche. Puis des fois, je me dis, ouais, tu sais, j'ai un petit peu pas parlé de tous les aspects ici. Fait qu'il nous garde un peu là, au centre. Au final, moi, je l'aime bien. Et donc, en lisant votre livre, c'est sûr qu'il y a plusieurs thèmes qui sont abordés: productivité, gestion du temps, rédaction soit d'articles ou de la thèse. Mais pour vraiment englober ça, et je me rappelle, il y avait un schéma qui était super intéressant, qui nous aide en fait à structurer nos idées et l'importance des tâches qu'on a à faire. Donc, j'ai oublié c'est quoi le nom, honnêtement, mais c'est, en gros, c'était une matrice 2 par 2. Une matrice 2 par 2. En gestion de projet, tout est une matrice 2 par 2. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Excuse-moi, je te C'est ça. Donc, comment classifier ce qu'on a à faire en général avec l'importance et l'urgence de la tâche. Donc, est-ce que vous pouvez juste développer un peu ça? C'est la matrice d'Eisenhower, qui est un général américain qui est devenu président, puis il disait essentiellement, je paraphrase, mais qui disait sur mon bureau, il y a 2 types de problèmes qui arrivent. Il y a les problèmes urgents puis les problèmes importants. Puis c'est rare qu'il y ait un chevauchement entre les 2 types de projets. Mais le problème, c'est que on est câblé pour gérer l'urgent en premier. Fait que l'urgent, il y en a plein. Hein. Quand vous êtes étudiant, il y a plein. Un doctorat, c'est sur beaucoup de facettes. Fait qu'il y a des cours, il y a des remises, il y a des livrables. Il y a beaucoup d'urgences. Le problème, c'est qu'encore une fois, vous n'obtenez pas de doctorat si vous avez A dans tous vos cours. C'est le fun, mais c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Si vous avez un inbox 0, si vous il y a tout un paquet de tâches que vous faites qui ne contribuent pas à l'obtention du doctorat. Vous n'obtiendrez pas, peu importe si vous avez répondu à tous les courriels qui rentrent puis que vous avez liké tous les posts de votre advisor sur Facebook ou sur Instagram ou peu importe ce qu'on utilise maintenant. Ça, c'est l'aspect dinosaure là, du parc. Là, peu importe ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas fait une contribution à l'avancement des connaissances qui a un impact et qui soit significatif, vous n'obtiendrez pas de doctorat. Donc, il y a un moment donné où tu dises, il y a les idées parasites qui me disent c'est urgent. Il faut trouver une façon de les éteindre, de les mettre de côté pour être capable de faire une place à l'important. Parce que sinon, ce qui arrive, si tu remplis ta journée, tu commences ta journée à faire tous les courriels que tu as à faire. Excusez-moi.
Mais ensuite, tu fais plein de rencontres avec... Puis à un moment donné, il est 4h moins quart, tu te dis, ben là, je vais au laboratoire. Puis là, tu te rappelles que le dernier train de banlieue pour chez toi est à 5h30. Tu dis, ben je ferai cette expérience-là demain. Puis à un moment donné, ben, le demain devient le surlendemain. Et puis, ben, c'est ça qui arrive jamais. Donc, il y a des moments où vous devez prendre des rendez-vous avec vous, dire, mardi matin, c'est le moment de ma semaine où je le sais pour moi, ou mercredi matin, je suis la mieux concentrée, la plus productive, je peux rentrer dans ma zone. Mais ce moment-là, il n'y a pas de notification, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Et c'est là. Donc, prenez-vous des rendez-vous dans la semaine pour faire l'important. Parce que l'urgent va vous rattraper. Ça, c'est sûr. Vous parlez beaucoup de planifier. Je peux un peu parler de mon expérience. Je suis une étudiante qui va bientôt commencer à écrire son mémoire. Est-ce que vous pouvez m'aider, moi, mais aussi aider un peu les gens de la salle à comment planifier une aussi grosse écriture? C'est gros, hein? Ouais. C'est tellement gros. La même façon que pour le projet, tu sais, je disais que je prends un projet puis je le brise en morceaux qui sont moins intimidants. Alors, quand j'écris une thèse, j'en ai seulement une, mais des livres, j'en ai 4. Fait que là, je pense que je peux commencer à parler de techniques d'écriture. Alors, je ne juge pas les gens qui utilisent Word, mais moi, je suis une fan de la tech, mais c'est correct, on n'est pas obligé. Il y a plein de religions, puis c'est correct. Je suis à l'aise avec ça. Mais j'aime beaucoup la tech parce que ça force à faire une structure au départ. Puis, il y a deux types. Il y a deux types de gens qui écrivent. Moi, je suis clairement du type où je pars. D'abord, j'écris jamais sans savoir c'est quoi le message, c'est quoi la thèse. Donc, il y a un moment dans un papier où on dit, tu sais, in this paper, oui, puis là, il y a la phrase clé de ton papier. Dans ta thèse, je pense qu'il faut pas commencer à écrire sans avoir une idée de la trame narrative. OK? Est-ce que c'est une thèse cumulative par papier ou par article ou bien c'est une thèse de novo? Puis ça, c'est le moment où on va marcher sur le Mont-Royal. Dire, OK, je me fais dans quel ordre je vais dire mes idées. On a écrit, je me rappelle, on était à une conférence à San Francisco avec une de mes étudiantes au doctorat. Puis à un moment donné, on est parti, on a monté Russian Hill au complet, on est descendu dans le Wharf, on est revenu au centre des congrès. Ça a été une marche d'1h30, puis ensemble, on a mis les idées. On ne peut pas commencer à écrire si on n'a pas la trame, je pense. Une fois qu'on a la trame, je travaille sur mon plan d'écriture jusqu'au paragraphe. C'est-à-dire que tu sais, on a un chapitre, donc la trame, les chapitres. Dans les chapitres, il y a des sections. Après ça, avec la tech, il y a des sous-sections. Ensuite, il y a des sous-sous-sections. Après ça, il y a des paragraphes. Puis après ça, moi, j'ai le syndrome de la page blanche aiguë là, avec et donc, je me mets le petit widget Ipsum, Lorem Ipsum. Donc, je me remplis de faux textes que je mets en couleur. Ça fait que j'ai jamais une page blanche. J'ai toujours... Avant de commencer un livre, il fait déjà 100 pages. Il n'y a rien d'écrit. Et donc, mais je le brise essentiellement en paragraphes parce qu'un paragraphe, ça prend 15 minutes à écrire. Ça, c'est moins intimidant que de me dire, bon, je commence où? À chaque fois que tu te remets à écrire, il faut que tu rentres dans le bain. Mais quand tu as découpé, en tout cas dans mon monde à moi, quand j'ai découpé jusqu'à des paragraphes puis que je sais ce que je vais dire, il me reste juste à l'écrire, des tâches de 15 minutes, c'est quelqu'un qui est en retard de 15 minutes pour un rendez-vous, je peux en écrire une réunion d'1 heure qui finit 15 minutes plus tôt, je peux écrire un autre paragraphe. Mais c'est sûr que je mets énormément d'efforts sur le plan. Malheureusement, il y a un autre type de gens. Il y a des gens qui ne sont pas capables de se créer une trame narrative sans avoir tout écrit. Fait qu'ils écrivent, puis après ça, ils se rendent compte de ce qu'ils ont à dire. Puis pour ces gens-là, j'ai pas de truc. Je sais pas, c'est pas moi. J'ai jamais. Puis j'ai eu des étudiants comme ça, puis moi, ça me rendait dingue parce que je voulais voir le gabarit avant, je voulais voir leur trame narrative, puis tout ça, puis incapable de me la donner tant qu'ils n'ont pas écrit. Ça, c'est plus difficile. J'ai moins de trucs pour ça. Moi, je suis vraiment une séquentialiste. Je fais le plan, je le brise jusqu'au paragraphe parce que le paragraphe, c'est 15 minutes d'écriture. Et ça, je suis capable de les faire. Voilà. Et donc, ici, dans le public, encore une fois, il y a des gens du bac, maîtrise, doctorat. Puis, il y a un point qui est très développé dans votre livre, c'est
la vie après le doctorat ou la vie après les études. Donc, il y a des astuces pratiques sur comment réseauter. Donc, ma question, juste pour résumer rapidement, comment est-ce qu'on peut commencer à bâtir un réseau professionnel alors qu'on est plein dedans, on est plein dans les études graduées? Est-ce que vous avez des techniques? Je m'étais amusée parce que c'est un livre que j'ai écrit au départ pour des ingénieurs qui sont le stéréotype de un peu... en fait, je pensais au Big Bang Theory d'ingénieur puis de physicien. Là, je pensais à Sheldon Cooper. C'est comment on fait. Fait que j'ai nommé cette figure-là les 9 cercles de l'enfer du réseautage, pour ceux qui comprennent la référence. Puis au centre, il y a soi. OK? Fait que je pense que ça vaut la peine de se dire comment moi, je me présente. Est-ce que je suis capable de rapidement offrir quelque chose à l'autre d'intérêt? Hein? Et de ça, ça se fait encore. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la douche, dans mon cas, là, mais ça se fait dans la douche, de dire, OK, si je veux une session réseautage, je me présente, je dis quoi sur moi? Puis est-ce que j'ai quelque chose que j'irais chercher? Ce serait quoi les questions que j'irais poser? Puis en même temps, qu'est-ce que j'ai à offrir? Puis après ça, ton réseautage immédiat, ton groupe de recherche. Mais ça, quand tu es dedans, ça se fait. Alors moi, je l'ai forcé dans mon laboratoire. Le premier instrument de recherche que j'ai acheté, puis dans tous mes labos, là, le premier instrument de recherche que j'ai acheté, c'est une machine à café. Pour éviter que mes étudiants aillent dans un café près de chez eux le matin, puis ensuite arrivent au bureau, mais que, le water cooler, la première chose, la discussion autour de la machine à café. Puis à 11h, puis à 3h. Investissement, ça. Oui, mais en fait, c'est mon premier postdoc qui a dit c'est pas compliqué, je viens pas si t'as pas une bonne machine espresso. Il y a ça aussi, fait que c'est de sa faute, là. Mais ça a bien marché. T'as raison, c'est un excellent investissement. Fait que ça, c'est ton deuxième cercle. D'abord, t'as toi, ensuite, puis après ça, t'as les profs du département, incluant puis là, tu augmentes tranquillement. Puis il y a plusieurs sphères. Puis le livre, là, c'est intimidant. Tu te dis, il faut que j'applique tout ça demain matin. Mais tu sais, t'en prends de temps en temps. Quand tu vas à une conférence, à un moment donné, il va y avoir, j'aime bien, quand tu vas dans une conférence internationale, forcément, tu prends l'avion. Puis dans l'avion, c'est sûr que tu peux regarder un match du Canadien. Pauvres autres, je les maltraite ce soir, mais tu peux aussi, regarder c'est qui va être là à la conférence, puis dire, wow, tel prix Nobel ou tel laboratoire dans lequel j'aimerais aller plus tard ou telle personne avec qui je préfère une connexion. Ah, cette fille-là, elle a écrit un papier super intéressant. Puis tu te fais une petite image mentale. Là. Si je les croise dans la ligne du buffet, là, est-ce que j'ai une question? Je suis pas spontanée. Je suis vraiment pas une fille spontanée. Je prépare mes questions. Parce que la première fois que j'ai rencontré un prix Nobel, j'ai perdu l'usage du français, de l'anglais, de tout. Je peux rencontrer Mick Jagger, je gèle pas. Mais je rencontre un prix Nobel, j'ai comme il n'y a rien d'intelligent qui sort. Fait que je m'écris des questions. Je me pratique. C'est nono, hein? Mais c'est ça. Je suis pas beaucoup plus élégante maintenant quand je rencontre un prix Nobel, mais au moins je peux dire mon nom. Je suis rendue à cette étape-là. Ouais. On avance. On avance. Mais c'est ça, faut être indulgent aussi envers soi. Ce message-là est important. Il faut être indulgent aussi. C'est sûr, vous allez en faire des erreurs. J'en fais tout le temps. Fait qu'il faut être indulgent. Mais il faut se dire, OK, mais la prochaine fois, je vais être capable de dire mon nom au complet. Puis après ça, tu dis ton sujet de recherche. Puis tu avances tranquillement. On peut continuer un peu avec les questions reçues par le public avant. C'est cool, ça. J'aime bien ça. Donc, il y a une des questions qui, pour moi, m'intéresse aussi, c'est comment trouver cet équilibre entre la pression de publier, les exigences du laboratoire et aussi la santé mentale, physique et émotionnelle pendant le doctorat ou encore pendant la maîtrise ou même au baccalauréat, je pense. Ça serait un best-seller. Hein? Ça serait vraiment bien. Le truc numéro 1, c'est nono comme truc, là, mais prenez rendez-vous avec vous-même. Une fois dans la semaine, il y a un moment où, OK, ici, je prends rendez-vous, puis on fait 2 choses avec le rendez-vous. On le traite comme un rendez-vous chez le dentiste. OK? Fait qu'on fait tous les efforts pour garder ce rendez-vous-là arrivé à l'heure puis pendant toute la période. Mais s'il y a une urgence, si vous avez une grosse urgence, ça vous arrive d'appeler le dentiste, il faut recéduler. Okay? Donc, je le traite comme un rendez-vous chez le dentiste et planifier quelque chose pendant ce moment-là.
Encore une fois, je ne sais pas pour vous, là, mais il n'y a personne qui se sent rafraîchi après 2 heures de TikTok. Ou, tu sais, c'est pas... en plus, je pense qu'on ne peut pas l'utiliser sur le campus. Moi, je ne l'ai pas, là, mais en plus. Mais il n'y a personne qui est rafraîchi d'avoir regardé là, tout ce que tes amis qui, eux, sont allés travailler puis ont acheté une nouvelle auto. Il n'y a personne qui se sent bien après avoir 2 heures de ça. Mais 1 heure de marche sur le Mont-Royal, 2 heures à regarder un film avec un ami, planifier quelque chose. Fait que c'est ce moment-là, à la fréquence qui vous fait du bien, mais c'est une question aussi d'être un petit peu plus intentionnel dans la façon de dépenser son temps, puis de se dire, OK, ce moment-là, il est à moi. Puis ça, il y a rien comme être un nouveau parent pour se dire, tu sais, parce que j'ai des étudiants qui sont pas parents, puis tu sais, qui sont toujours au labo, puis les étudiants qui sont parents, ils arrivent à 9h moins quart, puis ils repartent à 4h15. Mais entre 9h moins quart puis 4h15, là, tassez-vous, ça déménage. Tu sais, il n'y a pas de lousse, il n'y a pas un café de 3 heures. Tu sais, c'est chop-chop, là, mais ça marche pareil. Mais des fois, il y a des gens qui ont, quand je suis au doctorat, j'étais toujours au labo, tu sais, des journées élastiques de 16 heures qui n'avaient pas de bon sens, mais à un moment donné, c'est ça, c'est élastique, puis t'es plus lousse, puis tes pauses sont plus longues. Puis, fait que tu peux essayer de concentrer un peu ton temps, puis te garder, mais à condition que ce soit du temps de qualité, je pense. Donc, Caroline, honnêtement, je pense que cette discussion pourrait durer à peu près 4 heures, mais on va, on va passer à la prochaine section. Donc, juste pour vous dire, by the way, Caroline, juste avant le podcast, nous a dit qu'elle avait un petit mal de gorge, un gros mal de gorge, en fait, avant de venir ici. Je ne sais pas si ça se voyait, je pense pas. Vous m'avez fourni en pastilles qui sont cachées ici, puis il y a de l'eau, puis il y a du thé, puis du miel, donc c'est, voilà. On a investi. Donc, on va passer à la prochaine section qui est en fait les questions du public. Donc, si vous avez des questions, je vous invite vraiment à aller au micro qui est juste ici. On va faire à peu près 15 minutes de questions et poser ce que vous avez à poser à Caroline. Bon, je vais commencer, mais merci Caroline pour ces des très beaux conseils. En fait, j'ai une autre petite question. En fait, à la fin de la journée, avec un projet de doctorat à risque ou moins à risque, il y a toujours un moment que donc rien marche. Oui. On est juste down. C'est quoi vos conseils à ce moment-là quand on est juste vraiment genre émotionnellement on n'est pas là. C'est difficile. Je trouve ça super dur, surtout que ça, je l'aborde un peu la notion de risque. Donc, souvent, il y a d'où l'importance. Ça aide pas. Je reviens, OK? Mais genre 2 volets. Le volet qui aide pas, puis le volet on va essayer d'être constructif un peu. Mais donc, l'importance au départ d'essayer de se dire, c'est pas tout le monde qui a la même tolérance au risque. Il y a des projets qui sont beaucoup plus risqués que d'autres et typiquement, ça vient avec une récompense plus élevée aussi. Puis il y a des projets qui repoussent les limites de la connaissance, mais plus avec des fruits plus mûrs et, prêts à accueillir. Fait que, déjà, au départ, ça vaut la peine de se poser la question, si on nous fait miroiter des papiers dans Nature, ça se peut qu'on ne soit pas le seul groupe de recherche à convoiter ces papiers-là, ces sujets de recherche-là. Et donc, ça vient avec une compétition très forte, ça vient avec une pression très grande. Et donc, moi, je me suis un peu retirée de ça parce que c'est moins ma personnalité. Maintenant, des fois, contre son gré ou sans le savoir, on s'est embarqué dans ces projets-là, puis là, on se rend compte que un groupe nous a scoopé ou on n'a pas les résultats attendus et tout ça. Je pense que la première discussion est évidemment avec son comité de thèse, de dire est-ce qu'on peut regarder avec un angle différent? Qu'est-ce qui se publie? Est-ce que la nouveauté, je pense, on peut aller chercher, on pense en tant qu'étudiant, on cherche souvent la nouveauté au niveau des résultats, des conclusions nouvelles. Mais un point qui est important de marteler, c'est que la nouveauté se trouve à toutes les étapes de la méthode scientifique.
On peut déjà, des fois, on va avoir une vieille question avec une nouvelle méthode, une nouvelle question, une nouvelle hypothèse, une nouvelle question avec une vieille question avec une nouvelle hypothèse. Il y a toutes ces combinaisons-là. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Donc, la question, c'est de regarder le projet pas seul, parce que seul, en général, c'est là qu'on spinne la nuit, puis c'est jamais bon. Là, le hamster, il faut trouver une façon de mettre un bâton dans la roue du hamster à un moment donné. Mais quand ça va pas bien, là, rapidement, on convoque le comité de thèse. Parce que ça, c'est un paquet d'experts qui vont être capables de nous aider à regarder le projet tel qu'il est maintenant avec un angle nouveau. Où peut-on aller extraire de la nouveauté? Est-ce que la technique est nouvelle? Est-ce que la méthode d'analyse est nouvelle? Est-ce qu'il y a moyen de dire, OK, peut-être que cette technique-là, cette méthode d'analyse-là marche pas avec l'échantillon actuel, mais si on regarde un autre type d'échantillon, si on est soudainement, on va en sciences des matériaux, est-ce qu'on peut? Donc, par exemple, on a fait un microscope qui devait être un endoscope, donc au niveau médical. Puis finalement, on se rend compte que au niveau médical, le champ de vue est très, très petit, mais il y a une biologiste sur l'étage à côté qui veut étudier des mouches à fruits, incapable de pénétrer à travers toute la mouche à fruits, c'était trop opaque. Donc, et nous, on était à 1003, donc en infrarouge proche. Donc finalement, je trouve que ce microscope-là était vraiment avantageux pour la biologiste, plus que pour l'imagerie clinique. Donc, il y a un pivot qui s'opère. Mais le pivot, tu fais pas ça seul parce que c'est dur quand tu as passé plusieurs années dans une direction à connaître tout ce qui se fait à gauche et à droite. Donc, c'est là que ton comité de thèse doit dire « Oh, attention, voici comment on peut soit pivoter ou encore aller chercher la nouveauté ailleurs. » Donc, ne pas faire ça seul. S'isoler, c'est jamais bon. De la même façon, si vous brisez quelque chose dans le laboratoire, là, on veut le savoir, d'accord? On veut savoir. Non, on n'est pas juste là pour ouvrir le champagne quand ça va bien. On est aussi là pour dire quand ça va pas bien, on veut le savoir rapidement. Ouais. D'accord, merci beaucoup. J'espère que ça aide. Bonsoir Caroline. Merci pour le partage de ton énergie, puis de soutenir en fait le projet doctoral pour les étudiants et de le rendre plus simple. J'aimerais t'amener vers un angle qui est pas plaisant, parler dessus dans le monde académique. Comment un étudiant pourrait gérer la situation dans laquelle il a un chercheur ou un directeur de thèse qui est un peu problématique, qui est difficile à gérer? Ça, c'est le fun d'une réponse pour ça. Puis, tu sais, c'est difficile. Hein? Donc, d'abord, personne ne devrait tolérer le harcèlement, l'abus et les incivilités. Donc, ça, on met ça très clair. Là, hein? Ça, c'est une ligne où on ne dépasse pas ça. Donc, pour ça, il y a directeur de département, directeur de programme, ombudsman. Ça, c'est très clair. OK? Mais des fois, c'est une question de culture de laboratoire, des fois c'est une question d'attente, des fois c'est une question d'aller chercher des projets qui sont trop risqués par rapport à notre tolérance au risque. Des fois, il y a tout un paquet de... Alors moi, je dirais une solution qui marche très bien, c'est d'aller chercher une co-supervision, d'aller chercher une deuxième personne, de sorte que là, on n'est plus à, tu sais, voter. On n'a jamais ça, des votes en paire. Hein, ça prend 3 personnes. Donc là, soudainement, d'abord, une discussion est toujours beaucoup plus cordiale quand il y a des témoins. Tu sais, fait qu'une co-supervision, ça aide beaucoup de choses. Ça amène des points de vue différents, ça amène, je pense. Mais la co-supervision, c'est quand la culture de laboratoire, c'est quand les intérêts de recherche sont pas tout à fait alignés, c'est quand des fois on a l'impression qu'il y a une compétence qui manque, mais c'est pas pour l'incivilité, le harcèlement puis la violence. Ça, il n'y a aucune raison pour ça. Donc, on met ça très clair, OK? Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il faut voir, tu sais, quand il y a une relation problématique, OK? Donc, tout ce qui est harcèlement, violence, incivilité, ça, c'est réglé différemment de culture de laboratoire, les attentes qui sont mal, les attentes, l'alignement entre la question de recherche versus l'expertise du laboratoire. Donc, pour tout ça, la co-supervision, je trouve qu'elle répond à... Si tant est qu'on choisit bien sa co-superviseur, son co-superviseur, mais pour tout ce qui est violence, incivilité, harcèlement, ça, c'est à part. Ça, on met une ligne très claire, ou ça, c'est directeur de département, directeur des études, ombudsman. Donc, je juste... ouais.
Merci. Une dernière question. Merci beaucoup, Dr. Boudou. J'ai trouvé vos réponses super informatives et utiles. Avez-vous des conseils? Oui, attends. Je vais poser la question comme ça. Quand vous étiez au doctorat, est-ce que vous saviez que vous allez devenir chercheur? Et est-ce que on peut faire... Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire durant le doctorat pour justement mettre les chances de notre côté pour si on veut devenir directeur de recherche? Moi, j'étais certaine que j'allais pas devenir prof, dans le sens où mon syndrome de l'imposteur criait beaucoup plus fort que n'importe qui d'autre autour de moi. D'accord? Donc ça, c'est très clair que je pensais jamais. J'étais la première étudiante de des professeurs pour qui je travaillais. Zéro benchmark. Je peux pas me comparer à d'autres personnes issues de leur laboratoire zéro open bar. On en parlait, hein. Donc, et moi, j'étais rentrée un peu par naïveté dans le sens où l'imagerie médicale me faisait triper, j'avais envie d'en faire plein. Fait que je suis rentrée carrément sans plan de carrière. J'allais faire un doctorat, j'allais triper pendant 5 ans, puis à un moment donné, la fin est arrivée, puis je dis « What? Il va falloir que... » Et donc, je m'étais fait des plans B. Donc, ma façon de faire des plans B, j'ai un peu fait ce qu'a posteriori j'ai décrit dans le livre, mais j'ai essayé d'utiliser mon doctorat pour découvrir d'autres choses. La minute où on m'a demandé... en fait, je pense que j'ai été voir mes superviseurs en disant « Est-ce que je peux enseigner 1 heure dans ton cours? » Puis ça, il n'y a pas un prof qui dit non à ça en passant, là, je vous le dis. Mais puis, enseigner 1 heure, là, c'est pas c'est pas une surcharge de travail énorme. Puis c'est sûr que là, en plus, t'enseignes 1 heure, c'est la première fois que tu veux bien faire, fait que tu vas mettre, mettons, 40 heures à préparer ta première heure. Là, mais c'est pas comme dire, je vais prendre un cours sur toute une session, où là, tu fais 3 heures, 39 heures de cours, ça, c'est autre chose. Mais 1 heure, ça se fait bien, puis là, tu vas devant une classe, puis tu dis, est-ce que j'aime ça ou non? Et ça, je me suis rendu compte que j'adorais ça, puis je me dis, mais mon plan B, je vais enseigner. Okay? Puis j'étais à l'aise avec ce plan B-là parce que, encore à ce jour, j'adore l'enseignement. Ensuite, à toutes les conférences où on va, c'est 25 000 personnes. Donc, il y a autant des chercheurs que des industriels. La foire commerciale est grande comme 2 Costco. On fait le Moscone au complet, le nord et le sud. Maintenant, il y a même des kiosques. Maintenant, ma compagnie a des kiosques là parce que si on est juste d'un côté, on n'a pas assez de trafic, fait qu'on a 2 kiosques à cette conférence-là. Bref, c'est gros, là. Mais j'aimais bien y aller pour juste rencontrer des gens, puis voir des gens de l'autre côté de la force, là, des gens qui avaient un doctorat, mais qui étaient en industrie, puis leur poser ces questions-là, sur quoi ils travaillaient, puis voir, ils ont-tu, eux autres aussi, des étoiles dans les yeux? Puis tu te rends compte que quand tu parles des gens dans l'industrie, eux autres aussi sont capables d'avoir des étoiles dans les yeux, c'est juste qu'on n'est pas confronté à ces gens-là, on les voit pas, on connaît le niveau universitaire, fait qu'on est à l'aise, on la connaît, la bébête universitaire, mais l'industrie, on la connaît pas. J'ai jamais fait de stage en industrie, mais je trouvais ça vraiment trippant de voir des gens qui travaillent dans l'industrie puis qui avaient eux aussi des étoiles dans les yeux. Et fait que sans aller dans l'industrie, à travers eux, à travers les foires commerciales, j'ai rencontré beaucoup de gens dans les laboratoires aussi. Mais je m'étais dit, ben je vais aller en enseignement après. C'est la recherche qui m'a rattrapée après. Je suis tombée sur j'ai eu quelques offres, puis je vais l'essayer, puis j'avais le plan B. Si ça marche pas, j'irai à l'enseignement parce que je savais que j'aimais ça. Fait que je pense que ça vaut la peine de se dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait triper. Fait que j'avais un plan B solide. Ouais. Merci. Ouais, j'ai dit une dernière question. Dernière question, très très rapide. 2 dernières questions. Bon, déjà, je suis très content d'être l'avant-dernière question. Déjà, merci beaucoup, professeur Boudou, pour votre en fait, pour vos conseils. Ça a été particulièrement insightful, comme on dit en anglais. Désolé pour l'anglicisme. Je tiens quand même à féliciter Anna Maria, Yanni et toute l'équipe technologique pour leur merveilleux travail pour le podcast d'aujourd'hui. Ma question est peut-être un peu philosophique, mais j'espère que vous y répondriez du meilleur de vos capacités. Vous avez parlé beaucoup d'étoiles dans vos yeux, qu'est-ce qui fait briller, qu'est-ce que vous aimez fondamentalement.
Et avec un pedigree du genre, j'ai un peu de la difficulté à croire que c'est seulement de la chance qui vous a amené là où vous en êtes. Donc, c'est quoi essentiellement qui fait... c'est quoi vos étoiles dans vos yeux? C'est quoi que vous aimez? Et c'est quoi les convictions qui vous ont poussé à arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Je suis obligée de ne pas être d'accord. Alors, merci pour ta question, puis merci d'avoir pris le temps de remercier nos autres. Puis effectivement, je trouve que la tribune de ce soir, elle est extraordinaire. Mais je veux aussi remercier les gens qui se sont déplacés. Puis ça fait partie de ma réponse aussi. Je regarde derrière moi. Je ne peux pas faire autrement que de remarquer les éléments de chance, OK? De mon parcours. Ceci dit, ces éléments de chance-là, je ne les retrouve pas dans mon salon. Ça m'est jamais arrivé d'être derrière ma PlayStation puis que soudainement quelqu'un m'appelle pour dire « Caroline, j'ai une opportunité extraordinaire pour toi. » Alors, là où je suis, je vous donne une tape dans le dos et je m'en donne une en même temps, c'est que à chaque fois que je me suis mouillée, à chaque fois que je me suis exposée, à chaque fois que je suis sortie de chez moi pour participer à un événement du genre, ou aller à une conférence, ou rencontrer des gens, ou pieds levés, Caroline, pourrais-tu, s'il te plaît, animer, gala, machin, à chaque fois que tu dis, ça n'a pas de bon sens, mais je vais le faire, pouf, il y a quelque chose qui se passe. Alors, la chance, la sérendipité joue un rôle, malheureusement, non négligeable. Ceci étant dit, c'est vous qui décidez de vous exposer ou non. Fait qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est pas vrai, j'en ai pas de PlayStation. Mais tu sais, hypothétiquement, je peux imaginer que... C'est à ça que vous jouez maintenant? C'est la Swift? C'est quoi, la Switch? On joue plus. La Switch, c'est ça, je l'ai, la Switch. Tu sais, il n'y a pas grand-chose qui se passe quand tu es derrière, tu sais, quand tu es chez vous dans ton... Puis des fois, c'est correct, c'est rafraîchissant. Puis tu sais, j'ai eu ma part de jeux vidéo dans ma vie, puis c'est correct. Il y a des moments où tu as besoin de juste mettre un bâton dans les roues du hamster, puis ça, c'est correct. Mais ça peut pas toujours être ça. Puis c'est pas confortable d'être ici un jeudi soir. C'est pas confortable d'aller encore dans un gala. C'est pas confortable tu sais... Mais c'est là que la chance se trouve. Parfait. Ben, merci beaucoup pour votre réponse. C'est très apprécié. Mm-hmm. OK, dernière. Là, c'est vrai. Là, c'est vrai. Merci pour l'opportunité, cher animateur. Moi, je voudrais revenir un tout petit peu sur l'aspect, la comparaison entre l'académie. On a parlé beaucoup de l'académie. Mais côté industrie, est-ce qu'il y a des traits de caractère ou des compétences que toi, ayant maintenant un peu tes deux chapeaux, entreprise et académie, que tu notes qui seraient importantes pour l'un plus que pour l'autre et vice-versa? Super question. C'est pas incompatible, mais on le développe. L'efficacité, l'efficience en industrie. Il y a encore... Puis il la faut, c'est correct. En académie, il y a un peu cette oisiveté on prend le temps de réfléchir, de faire les choses, de se poser des questions. Puis tu sais, l'extrême ultime, là, puis là, je vais me dater ici, là, je vais vraiment révéler mon âge, là, mais tu sais, c'est Ross Geller dans Friends. Ce gars-là, il fait un doctorat, là, puis tous les matins, il est au coffee shop pendant... Tu sais, il est au café pendant 3-4 heures à jaser avec le monde. Tu sais, puis lui, il fait un doctorat en paléontologie, tu sais. En industrie, les gens sont tu sais, il y a une notion d'heures facturables, puis il y a une notion de sur quoi tu as travaillé. Puis tu as des comptes à rendre sur, même si tu es en recherche, tu dis, OK, si j'ai 3, 4, 5, 6 projets en parallèle, où est-ce que j'ai mis mon temps cette semaine, de découper sa journée en quart d'heure pour dire ce quart d'heure-là appartient à projet A, projet B, pour être capable de facturer, blablabla. Donc, tu as les deux spectres de l'efficience. Alors, je pense que quand on est au doctorat, puis qu'on a eu puis il faut, parce que les idées,
ça arrive pas quand on court sur le tapis roulant des choses à faire. Tu sais, à un moment donné, il faut prendre un moment pour réfléchir puis se poser des questions dures. Puis il y a un moment où il faut aller marcher. Il y a un moment où c'est correct d'aller dans un coffee shop puis tu sais, de jaser avec des amis. J'arrive de 3 jours dans le nord de l'Angleterre où les Anglais ont mis 20 chercheurs ensemble, 18 Anglais, 2 internationaux pour brasser des idées. On a juste fait ça marcher dans le bois puis on a résolu des trucs puis j'ai mes idées de recherche pour les 5 prochaines années. Tu sais. Fait que de temps en temps, il faut faire ça. En industrie, un petit peu moins. Alors, ce que je recommande à tous les gens qui font un doctorat, c'est si vous êtes capable, ne serait-ce que 3 mois, de prendre 3 mois de votre statut étudiant puis de dire, je vais aller faire un stage dans une entreprise dans mon domaine. Toutes les fois que j'ai une étudiante ou un étudiant qui a fait ça, ils sont revenus, là, puis écoute, le niveau d'efficacité, d'organisation, c'était le jour et la nuit, le avant et le après. Et, ça, moi, je dirais que c'est la plus grosse différence. Après, maintenant, on a un flou artistique avec le GAFAM où il y a beaucoup plus d'argent à recherche maintenant dans certaines entreprises privées que par le gouvernement. En fait, il y a tu sais, le GAFAM est presque plus riche que certains gouvernements. Alors, je dirais que maintenant, c'est plus vrai que c'est seulement dans l'académie où on peut être créatif puis rêver à des idées. Il y a des rêveurs aussi maintenant dans les grandes entreprises. Puis, on a à l'inverse, à l'université, des gens qui sont un petit peu plus, plus serrés. Puis, donc, maintenant, les deux réalités se rejoignent un peu. Mais je pense que c'est la plus grande. Mais je pense pas qu'intrinsèquement, il y a des gens qui sont pas capables d'être efficaces. C'est juste qu'on l'a jamais vraiment développé. Et donc, c'est pour ça que faire ne serait-ce qu'un stage de 3 mois pour aller voir c'est quoi cette réalité-là, ça vaut la peine pour voir aussi ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Mm-hmm. All right. Donc, merci pour vos questions. On va clore là-dessus. Donc, juste pour vous dire, on a passé à travers quelques des thèmes du livre de Caroline, mais après l'avoir lu, je peux vous confirmer qu'on a frôlé la pointe d'un immense iceberg là, et c'est un livre qui nous raconte tout dans les détails. Donc, je vous conseille vivement de vous le procurer parce que moi, en tant qu'étudiant au doctorat, ça m'a grandement aidé et même maintenant, j'ai des petits regrets. Là. J'aurais dû le lire un peu avant. Je serais même peut-être plus au doctorat si c'était le cas. Donc, j'aurais peut-être... non, dans le sens où je l'aurais eu, mon doctorat. Donc, je vous le recommande vivement. Super intéressant. C'est intéressant autant pour les étudiants qui n'ont pas encore commencé leur doctorat, ceux qui veulent faire un doctorat ou ceux qui ont même fini un doctorat, parce que ça parle de l'après-doctorat. Donc, merci beaucoup, Caroline, pour cette discussion vraiment lucide. C'était très, très simple pour nous de faire ce podcast. Tu as pris le lead, c'est super. Et merci beaucoup, Anna-Maria, d'avoir co-animé cet épisode. Merci beaucoup au public d'avoir participé en grand nombre. Donc, je veux d'abord remercier toutes les personnes du public, mais également mon co-animateur et Caroline Boudou et l'équipe technique. Moi, ma prochaine lecture, je sais c'est quoi. Donc, notre prochaine balado, ça va être le 23 avril et nous accueillerons David Ferland McCullough, scientifique principal dans un programme préclinique axé sur l'ARN. Il viendra parler de son parcours, de sa transition vers l'industrie et des apprentissages clés qu'il a tirés de ses expériences en recherche. À très bientôt pour le prochain épisode. Vous pouvez rester ici pour la nourriture. Merci. Merci beaucoup. Merci.